Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efrekia, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efrekia FM. Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Efrekia FM. Je vous ai parlé dans la précédente émission du cinéma égyptien, du nouveau cinéma égyptien, qui est né un peu de ce grand mouvement de la place Tahrir, de la place de la Libération au Caire. Et je voudrais continuer dans ce sens pour développer un peu ce qui se passe de plus intéressant dans le cinéma égyptien. Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler quand même que le cinéma égyptien qui est né quand même il y a à peu près un siècle, en 1924 pratiquement, nous sommes en train de fêter le centenaire du cinéma égyptien, qui est un cinéma qui a beaucoup d'histoire, avec un grand H et d'histoire avec S. Et ce cinéma, avant 2011, cette fameuse révolution entre guillemets dont nous parlions, a été marqué également par deux autres grands événements. D'abord, en 1952, le coup d'État du mouvement des officiers libres dirigé par Gamal Abdel Nasser et ses compagnons, et Naguib en particulier, qui a pris le premier, le général Naguib qui a pris le pouvoir avant lui, précédé par la révolte de 1919 contre l'occupant anglais. Donc voilà ces deux étapes. La révolte contre l'occupant anglais en 1919 a ouvert la voie à une culture proprement égyptienne dominante, qui a conduit à la construction de studios, l'arrivée de coopérants allemands qui aussi, après la guerre de 19, ont fui l'Allemagne et sont venus prêter main forte à ce cinéma qui a pris un peu la touche de l'expressionnisme allemand. Et ça a été très important parce qu'ils ont formé beaucoup de techniciens, beaucoup d'éclairagistes, etc. Le cinéma égyptien s'est développé rapidement. On peut dire que des gens comme Salah Abou Seif, le cinéma réaliste, ou Kamel Salim, sont vraiment les produits de cette mutation. Cette révolution de 1919 a été très importante parce que c'est véritablement l'indépendance et l'arrivée au pouvoir d'une royauté qui a dominé jusqu'en 1952 avec Farouk, le roi Farouk. Avec la révolution de 52, il y a eu beaucoup de films très célèbres produits après la crise du canal de Suez, qui ont été promus par l'État pour établir une certaine vision des faits. On se souvient que dès après de 52,
Prenons par exemple le cas de Youssef Chahine. Youssef Chahine était un cinéaste non politisé, il le reconnaît. Il avait fait des études de cinéma aux États-Unis à Pasadena, passionné de cinéma américain, mais il faisait des films commerciaux. Pour lui, c'était la logique normale. Et puis tout d'un coup, après cette révolution, parce que s'il se sentait en phase avec le groupe de Gamal Abdel Nasser, etc., tous ces officiers, il le raconte plus tard dans Alexandrie Pourquoi, que nous avons coproduit d'ailleurs, pour comment les liens à Alexandrie, où il a fait son lycée, avec tous ces officiers, qui lui a permis donc d'être devenir un cinéaste officiel. On a vu également qu'il a fait immédiatement après un très grand film qui s'appelait Salah ad-Din al-Ayyubi. Par la suite également, il a réalisé des films très politiques tant que Nasser était au pouvoir. Et puis, avec la mort de Nasser en 67, je crois, les choses ont changé. Et à ce moment-là, Youssef Chahine, qui a continué, qui a approfondi sa mutation politique, a dû faire appel à des financements étrangers, en particulier des financements en Algérie qu'il a soutenu. Le président Boumedienne a tout fait pour soutenir ce cinéma de combat, ce cinéma engagé, qui était, disons, imprégné d'esprit socialiste. Voilà. Beaucoup de films ont été créés à cette époque-là, et c'est une période peut-être la plus riche que le cinéma égyptien en termes de cinéma d'auteur et de qualité. Il y a des récits rétrospectifs anticoloniaux aujourd'hui qu'on qualifierait péjorativement de films de propagande. Analyse Shihab al-Khashab, chercheur postdoctoral à l'université de Cambridge et auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle Making Film in Egypt, faire des films en Égypte. En 1919, dit-il, le cinéma était un média populaire et commercial, et pas spécialement le lieu où montrer les grandes histoires de la nation. Nous sommes dans la période évidemment muette, et les représentations de cette révolution dans le cinéma n'apparaîtront que bien plus tard, parce que la royauté, le régime monarchique, ne voulait pas gêner l'Empire britannique, qui était encore très puissant et qui avait une capacité de nuisance très élevée. Donc les représentations contre cette période coloniale n'apparaîtront que dans les années 30 et 40, avec encore une fois des précurseurs souvent très engagés politiquement, même marxisants, comme Kamel Salim et Salah Abou Saïf. Et ce sont souvent des adaptations à partir de romans. Là, Naguib Mahfouz a joué un rôle extrêmement important dans la textualité du cinéma engagé égyptien de l'époque. Donc, en 1919, comme en 1952,
on constate un décalage très net entre la production de films et les événements qu'ils dépeignent. C'est-à-dire qu'on a assisté à de grands événements politiques, à de grands renversements, mais le cinéma ne va pas les montrer entre 1919 et 1935. Tandis que après 1952, là, on voit bien que c'est ce cinéma, il y a des cinéastes engagés qui développent des thèmes comme la défense du genre, la défense des femmes, des minorités, etc., qui s'engagent et qu'il y a une certaine liberté d'expression qui se manifeste dans ce cinéma. À ce titre, en 2011 est un événement cinématographique unique en raison de l'immédiateté de la représentation de la Révolution à l'écran, grâce notamment à la récupération d'images vernaculaires, raconte cet auteur qui est donc le chercheur à l'université de Cambridge et qui s'appelle Shihab al-Khashab. Voilà donc c'est ce qu'il raconte. Qu'ils étaient déjà à l'époque des talents confirmés ou encore des artistes émergents, la plupart des cinéastes interrogés par le journal parlent de la période de la Révolution avec beaucoup de nostalgie. Ils évoquent même l'émergence d'une liberté de parole et d'une énergie fortement créative. De cette période de transition naît notamment Rags and Tatters, qui date de 2013, qui est le film le plus important, écrit et réalisé par Ahmed Abdallah, et dont je vous parlerai un peu plus tard, plus en détail. Ou encore le drame Al-Khair Ayyam Al-Madina, les derniers jours, Akhr Ayyam Al-Madina, les derniers jours de la ville de Tamar Saïd, considéré par la plupart des observateurs comme le meilleur film égyptien de cette décennie. À l'époque, nous avions très peu de moyens, disait ce cinéaste, Mohamed Fawzi. Nous avions très peu de moyens, il fallait donc improviser. Et on était obligé de porter plusieurs casquettes. Il fallait être à la fois le directeur de la photographie, l'ingénieur du son, le cadreur. Je me souviens d'un tournage où j'étais réalisateur et nous n'avions trouvé personne pour jouer un mort. Donc c'est moi qui ai fait le rôle du cadavre, raconte Mohamed Fawzi avec un petit rire. Aujourd'hui encore, beaucoup de cinéastes égyptiens, indépendants bien sûr, multiplient les jobs et s'essayant à la réalisation, à la production, à l'écriture, à la photographie, moins bien sûr par choix que par nécessité, parce que il faut réduire les coûts, on ne peut pas avoir des équipes trop lourdes, travailler avec les moyens dont vous disposez. On travaille en équipe, on s'entraide, témoigne Mina Nabil, un jeune producteur et réalisateur originaire d'Alexandrie. On travaille en équipe et on s'entraide. Quand je réalise un film, je peux compter sur d'autres réalisateurs pour faire la photographie et vice-versa. Donc ce sont des ateliers. L'un est réalisateur et demain il sera l'assistant de l'autre, de celui qui l'a assisté. Et ça, c'est une très belle formule pour réussir à développer un cinéma dynamique. On se prête également nos équipements, ajoute-t-il. On improvise. On essaye de trouver
des solutions intelligentes pour faire du cinéma avec des moyens limités, témoigne ce jeune producteur Mina Nabil. Et quand le 7e art ne suffit pas à joindre les deux bouts, parce que ces jeunes cinéastes n'arrivent pas à vivre de leur métier, lui comme d'autres prêtent leur talent au secteur de la publicité ou au cinéma commercial. Mais ça, tout le cinéma africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même au centre, tout le cinéma africain connaît ça. Lorsque vous avez une boîte de production, vous êtes obligé de faire de l'alimentaire, ce qu'on appelle de l'alimentaire, c'est-à-dire faire de la publicité, faire des petits clips ou faire des choses pour la télévision pour financer vos films et arriver à boucler un petit peu des budgets et encore, c'est pas sûr. Il est impossible de gagner sa vie en faisant uniquement du cinéma d'auteur. Alors je préfère de temps en temps réaliser des pubs plutôt que de travailler dans un café. Du moins je reste plus ou moins dans le même milieu, ajoute Mina Nabil. Alors il y a aussi le problème des salles dans ce grand pays de 100 millions d'habitants. Évidemment, le cinéma égyptien avait déjà à peu près 250 salles quand l'Algérie en avait 450 en 1962. Mais les choses se sont pas beaucoup développées, sauf ces derniers temps avec des frémissements. Ceci, je vous le raconterai lors de notre prochaine émission, parce que on peut pas faire un cinéma sans un public important. Le cinéma égyptien a connu des heures de gloire. Maintenant, depuis quelques années, il y a des multiplexes qui apparaissent, il y a des choses qui bougent, mais c'est un cinéma qui mérite beaucoup plus que cela. Il y a, comme dans beaucoup de pays africains, un effondrement de la fréquentation. Je vous parlerai des prix, etc. Mais ça, c'est pour la prochaine émission. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également Sidi Ahmed Belli et les techniciens qui l'ont accompagné pour la confection de cette émission, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous laisse en compagnie des programmes de Ifriqiya FM. À très bientôt. Au revoir.